Bienvenue dans notre podcast sur la santé et l'hygiène menstruelle. Pour une deuxième partie où nous allons aborder les expériences des femmes sur la question de la santé et de l'hygiène menstruelle. Ce podcast remercie notre collaboratrice, Madame Ramatou Delacroix. Merci beaucoup, Désirée. Je vais passer maintenant, on va laisser un peu les docteurs. Avant de revenir sur les docteurs, je vais passer à Madame Toulaye. Ah, ça sera suivi de Madame Léna et à Madame Téné avant de revenir au docteur. Madame Toulaye, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci beaucoup pour cette initiative, Fatou et Ramatou, du coup, d'évoquer ce sujet qui est très important, mais aussi très tabou dans nos sociétés, notamment en Guinée, comme Fatou l'a évoqué tout à l'heure, où moi j'ai grandi et puis j'ai vécu toute cette période. La précarité menstruelle, c'est très bien d'avoir des dames du domaine médical pour évoquer donc l'aspect médical et surtout scientifique des menstrues, donc des règles menstruelles. Et moi, je vais peut-être pas revenir sur ce qui a été dit. Je vais essayer en tout cas parce que c'est très difficile de passer après, après toutes ces brillantes interventions. Mais je vais plutôt évoquer, moi, l'aspect socio-culturel, je dirais, des règles de la menstruation, mais aussi de comment est-ce que c'est perçu, comment ça se passe en Guinée. C'est un sujet très tabou, très tabou, qui ne se discute pas souvent à la table lors du dîner ou autour du bol de déjeuner. C'est pas un sujet qui se tient entre mère et fille avant l'âge surtout parce que c'est souvent quand on a les règles qu'on se pose des questions, on se demande comment c'est arrivé, pourquoi ça nous arrive à nous. Et malheureusement aussi, moi, pour d'expérience, je pense que le sujet, il est abordé un peu tardivement dans les écoles, notamment dans les écoles, à l'école primaire, parce qu'on n'en parle pas. Et souvent, les règles interviennent à partir de 8 ans ou pour certaines, c'est à partir de 8 ans et pour d'autres, c'est à partir de 11, 12, 13 ans. Et pour mon cas, c'était entre là, je pense, 12, 13 ans. Donc, j'étais déjà au collège. Et je peux dire que moi, je n'avais pas vraiment entendu parler avant, pas beaucoup, avant de les avoir vécues moi-même. J'ai vu des tantes avec une certaine habitude par moment, vous savez comment ça se passe. Quand, par exemple, elles ont leurs règles, elles changent leurs habitudes. Chez nous, et tu vois une femme, par exemple, qui ne prie pas pendant des jours, tu demandes pourquoi elle ne prie pas, elle te dit c'est parce qu'en fait, elle est indisposée. Et c'est des choses, quand tu essaies de comprendre davantage, c'est des choses qu'on ne t'explique pas clairement, on te dit que tu comprendras. En tant que jeune fille, on te dira tout simplement, ton tour va arriver, tu comprendras, et personne ne t'explique rien du tout. Et là, j'arrive, tu as tes règles, tu es surprise, tu te demandes comment t'y prendre. Tu ne sais pas vraiment, en fait, quel comportement adopter, quelle stratégie, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour te protéger ou pour ne pas paniquer, parce que c'est du sang, et du sang, ça fait toujours peur à un enfant, ça fait toujours peur à une jeune fille d'un âge entre de 12, 13 jusqu'en bas. Et du coup, moi, je me souviens très bien que c'était, heureusement pour moi, pendant des vacances scolaires. Et j'étais avec ma mère, on était en train de jardiner. Je l'ai aidé à désherber ses fleurs. Et puis, c'est arrivé, je suis allée. C'est pas vraiment quelque chose de. Pour moi, c'était une grosse surprise. Et quand j'ai posé la question, et comme l'a rappelé Fatou tout au début, au lieu d'être rassurée, elle m'a plongée plutôt dans une sorte de peur en me disant que, alors là, c'est arrivé, tu es devenue une grande fille, il faudra plus jamais jouer avec les garçons, et quand tu tentes de jouer avec eux, souviens-toi que tu peux tomber enceinte. Enfin, donc, tu as des règles, et au lieu qu'on t'explique comment procéder, comment te protéger pour ne pas te salir, pour adopter une hygiène intime adéquate, on te met dans une sorte de peur. Après, on ne peut pas les en vouloir parce qu'elles ont plutôt été éduquées comme ça. Et donc, c'est pour moi un manque de communication dès la base. On ne peut pas attendre que la fille soit en âge d'avoir ses règles, soit en âge de voir ses menstrues,
pour lui parler de règles ou pour la mettre dans un état de peur ou pour espérant la protéger. Parce que quand on espère que quand on fait peur à la petite fille ou quand on la prévient avec un homme, qu'elle tomberait enceinte, ça pourrait peut-être la prémunir de toute la précarité mensuelle, de toutes les difficultés qui sont autour, sachant qu'il y a des maladies, souvent des douleurs qui sont accompagnées, qui sont accompagnées par ces règles-là. Heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'avais mon père qui était du corps médical, donc qui était médecin, même s'il n'était pas gynécologue et qui, en rentrant le soir, m'a vue toute silencieuse, qui n'était pas dans mon habitude les soirs, surtout en période de vacances. Et il s'est posé la question et je lui explique. Et ma mère, d'ailleurs, a tout de suite répondu que j'ai commencé à avoir mes règles. Donc, je suis peut-être froide à cause de ça. Et j'avoue que je lui serai toujours reconnaissante parce que c'est lui qui a vraiment pris le temps de m'expliquer les choses, de me dire, OK, c'est pas grave, toutes les jeunes filles passent par là, c'est normal. Désormais, quand tu as des signaux, par exemple des douleurs au niveau du ventre ou au niveau du bas-ventre, n'hésite pas à m'en parler, je te donnerai des médicaments. Avec ta mère, on va t'acheter ceci, on va t'acheter cela pour que tu puisses te protéger. Et quand ça arrive en période scolaire aussi, n'aie pas peur, il faut m'appeler ou aller à la direction. C'est mon père qui a pris le temps de m'expliquer tout ça. Et au fil du temps, j'avais aussi une grande cousine qui était en phase d'ailleurs de se marier et qui a pris le temps aussi de m'expliquer un tout petit peu tout ce qui tournait autour de l'hygiène. Mais jamais ma mère. Et je trouve que ça, c'est important et c'est quelque chose, en fait, que la jeune fille ne peut pas acquérir en dehors de la famille. Donc, l'éducation sexuelle se fait à l'école, mais l'éducation sexuelle se fait aussi au sein de la famille et notamment autour des menstrues. Je pense que la sensibilisation, la communication qui doit être faite avec la petite fille, avec la jeune fille, doit se faire bien avant qu'elle ait à l'âge d'avoir ses menstrues. On ne peut pas prétendre que c'est très tôt. Après, OK, 5 ans, 6 ans, c'est tôt. La petite, elle ne va rien retenir. Mais à partir du moment où elle a 8 ans, 9 ans, il faut commencer en fait à avoir des conversations avec la petite, avec les jeunes filles, pour leur expliquer que plus dans quelques jours ou dans quelques semaines ou dans quelques années, elles seront confrontées à cela. Ce n'est pas une fatalité, c'est une phase qui fait partie de la vie de la femme et elle a besoin de comprendre. Donc, il faudrait la mettre en confiance, lui expliquer les choses normalement pour qu'au moment venu, qu'elle puisse comprendre comment ça marche et qu'elle n'ait pas peur parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des jeunes filles qui se cachent. Elles ont les règles, elles n'en ont jamais entendu parler de leur vie. À l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui où on découvre des choses sur Internet où les jeunes filles ou les petites filles ont accès à Internet très tôt. Et donc, tu n'en as jamais entendu parler, tu découvres la chose d'un coup, tu paniques. Et comme tu n'as pas l'habitude d'avoir des conversations ouvertes avec tes parents sur ce type de sujet, sur ce genre de thématique, donc tu te caches, tu n'en parles pas. Et une fois que tu es sur la place publique, que ce soit à l'école ou entre les amis en train de jouer, et que tu as la tâche, comme vous le savez, euh, la tache de sang, et ils te font remarquer que tu as une tache de sang sur ta jupe ou sur ta culotte, ça constitue tout de suite, en fait, ça devient un objet d'anxiété pour la fille, un objet de complexe pour la fille. Souvent aussi, même si c'est à l'école, pour moi, les règles, les menstrues, en Afrique, on n'en parle pas, on n'éduque pas les jeunes filles avant qu'elles n'aient l'âge d'avoir les menstrues et ça devient un complexe, un facteur de complexe, un facteur d'anxiété, un facteur d'inégalité dans l'instruction. Parce qu'il faut reconnaître qu'à l'école, qu'en Afrique subsaharienne notamment, on dit que ça, j'ai dû lire des chiffres de l'OMS qui disaient une fille sur 10 ne partait pas à l'école en période de menstrues. Et ça, c'est très vrai. Moi, j'ai eu à assister même c'est une petite anecdote que je vais raconter rapidement. Une fois, une fille de ma classe, on était à 8e année, et moi, je n'avais pas encore mes règles. Et elle s'est levée pour aller corriger, je pense, une équation au tableau. En tout cas, c'est le prof qui l'avait envoyée au tableau. Et il se trouvait qu'il y avait une tache de sang
sur sa jupe. Et je me souviens que les jours suivants, elle n'était pas venue à l'école. Et ça avait fait plusieurs semaines avant qu'elle retourne à l'école parce que tous les garçons se sont mis à moquer, tous les petits garçons. Bah, évidemment, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas, quand ils ne sont pas sensibilisés, on n'en parle pas, on ne leur explique pas ce que c'est. Bah, ça devient un objet de moquerie qui, qui fait que la fille, en fait, est complexée, elle n'arrive pas à s'affirmer. Donc, elle est réconciliée sur elle-même. Elle arrête de venir à l'école. Et donc, ces jours d'absence qu'elle fait durant sa scolarité, bah, elle ne peut pas les rattraper. Et il se trouve que soit ses amis filles ou ses autres amis garçons sont beaucoup plus en avance sur elle dans l'apprentissage. Donc ça, c'est un facteur d'inégalité également entre les jeunes garçons et les filles quand il s'agit d'apprendre, quand il s'agit sur le plan scolarité. Mais c'est aussi un facteur de complexe parce qu'une fois que que le sang, que les règles deviennent un objet de moquerie à l'école, bah, souvent tu as honte, tu n'oses pas prendre la parole en public et ça, souvent, ça te suit. Ça te suit jusqu'à l'âge adulte. C'est pourquoi moi, je pense qu'il faut aborder le sujet très tôt, un peu plus tôt à l'école, c'est-à-dire bien avant que les jeunes filles arrivent au collège, même au primaire, je ne parle pas des enfants qui sont entre 5 6 ans, mais à partir de 7 ans, je pense que la petite fille est en mesure de comprendre certaines choses qu'on peut expliquer, expliciter par des dessins, pas forcément euh, peut-être des dessins trop exposés sexuels ou qui feront peur, mais qui peuvent illustrer en fait l'explication qu'on donne aux enfants pour que, surtout, afin que garçons comme filles comprennent que c'est un facteur qui fait, enfin, que c'est une réalité qui fait partie de la vie de la femme et que ce n'est pas une fatalité et que tout le monde devrait comprendre cela. Les parents devraient être sensibilisés dans ce sens-là. Les parents, peut-être instruits ou qui sont lettrés, n'ont pas du mal à évoquer ce genre de sujet avec leurs enfants. Même si la culture fait que certains sujets restent tabous, on ne les aborde pas avec les enfants. Mais c'est des sujets à aborder, que les parents soient lettrés ou illettrés, qu'ils soient analphabètes ou l'instruit. Il est important d'aborder ce sujet avec les jeunes filles. Il n'est pas normal que les jeunes filles soient surprises de voir leurs règles au moment venu et qu'elles en fassent un handicap. Parce que c'est ça la situation en fait. Souvent, les règles sont considérées comme un handicap. Parce que oui, tu es malade, on sait ce que tout ceci engendre comme douleur. Et donc, à ces périodes-là. Ding, ding, t'as 10 Donc, minutes. tu vois pas, en fait, alors pour clôturer, au-delà de ça aussi, c'est la précarité mensuelle. Au-delà de la sensibilisation, il faudra aider. Parce que la précarité mensuelle, pour moi, elle n'est pas qu'un milieu rural. C'est vrai qu'on s'accentue aujourd'hui sur ça. Et même si d'ailleurs les gens ont du mal, les jeunes filles ont du mal à obtenir des moyens de protection en région, en milieu urbain, bah, en milieu rural, c'est encore plus grave. Et donc, il faudrait trouver des moyens de sensibilisation, mais surtout aussi d'octroiement de serviettes hygiéniques ou de constituer des ONG pour confectionner des serviettes permettant à ces jeunes filles-là de pouvoir se protéger sans être complexées face à leurs amis à l'école. Merci beaucoup, Toulaï. J'ai bien retenu. Il y a une chose, il faut en parler avec les jeunes filles, mais aussi il faut en parler avec nos garçons. Il faut aussi en parler avec nos fils pour leur faire comprendre que ils doivent protéger la jeune fille. Ils ne doivent pas se moquer de la jeune fille qui est au collège, qui est dans leur classe et qui a ses règles. Parce que c'est aussi une question de sensibiliser surtout nos garçons, nos Bah fils, justement, à en fait, moi je comprendre que pense que c'est... c'est aussi un Ouais. rôle de l'école. Au-delà même du fait que ce soit le rôle des parents, peut-être les parents peuvent ne pas en parler aux garçons, mais quand ils sont enseignés, quand c'est une sorte d'enseignement à l'école et une sorte de sensibilisation à l'école, bah, ils comprendront ça comme une leçon. Ils n'auront même pas besoin, peut-être que leurs parents leur expliquent. Ils verront la situation, ils comprendront et peut-être même qu'ils soutiendront leurs amis filles. Mais il faudrait qu'ils soient au courant et qu'ils soient informés plus tôt. Et qu'ils soient informés plus tôt, je m'excuse, mais pas être mis devant les faits accomplis, je veux dire. Parce que souvent, en fait, eux aussi, ils voient une situation, ils ne sont pas suffisamment sensibilisés
Donc, entre enfants, on est parfois très méchants. Donc, ils se moquent, ils rigolent. Et ça complexe beaucoup, beaucoup les filles et qui préfèrent rester à la maison que de venir à l'école. Et ça crée tout de suite un écart, mais un énorme écart entre leur chance de réussite à l'école. Tout à fait. Enfin, ma soeur Toulaye Diallo, c'est ça. Toulaye. Exact de jours que les jeunes filles manquent par année scolaire sur 9 mois à cause des règles. Voilà. Quand elles vont pas à l'école. Kuna, Koui, Lena, à toi. Merci, bonsoir à tous. Et c'est vrai que c'est très impressionnant de passer après de telles brillantes présentations et aussi après le témoignage de Madame Toulaye. Moi, comme elle l'a fait, hein, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit par rapport à comment se passe la menstruation, mais je vais plutôt expliquer mon expérience, qui est un peu différente de ce qui a été dit jusque-là. Moi, je ne me souviens pas tellement de comment ça s'est passé pour mes premières règles, parce que j'étais dans une école de filles à la base. J'étais dans une école de filles, entourée de filles, dans une école catholique, il y avait des éducatrices et tout ça. Et je me souviens pas non plus avoir parlé de ça avant que ça arrive. Je sais qu'un jour, je me suis mise à saigner. Heureusement, ma mère m'a donné une protection, c'est tout. Elle m'a dit ce qu'il fallait faire pour se protéger et tout ça quand ça arrivait. Elle m'a dit que ça allait arriver de temps en temps. On n'en a pas vraiment parlé, vraiment discuté. Elle m'a pas parlé de la gêne que ça allait occasionner, par exemple. Elle ne m'a pas parlé de tous les désagréments qui allaient aller avec. Elle m'a juste observé, puis voilà. Donc moi, j'ai plus appris avec mes camarades. Donc j'ai eu la chance d'être dans une école de filles. Donc on n'avait pas d'autre choix que de se soutenir parce qu'on avait le même âge. J'étais en sixième, enfin j'avais 11 ans, je crois. Oui, sixième, cinquième. Et on n'avait pas d'autre choix que de se soutenir de toute façon. Donc voilà, j'ai appris enfin tout ce qui est hygiène et tout ça à l'école. Donc l'école m'a beaucoup enseigné. Je n'en ai pas beaucoup parlé à la maison. Et je me souviens que c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert tout ce qui était mariage forcé, grossesse précoce, rapport sexuel, mais pas du côté, enfin, c'est vrai que les grossesses précoces, ce n'est pas positif, mais j'en ai entendu parler plutôt d'une façon stressante. En gros, on me mettait la pression. En gros, fais attention, voilà, tu deviens une femme, voilà, les grossesses précoces, fais attention à ça. Puis j'ai vu qu'il y avait des filles qui avaient mon âge qui se mariaient de force et tout ça. Et franchement, je dois dire que c'est là que j'ai découvert les premières pressions sociales, en fait, pour la femme. On va dire ça comme ça. Et je me souviens que de tout mon parcours, si je peux appeler ça comme ça, mon parcours avec les règles, voilà, c'est que j'ai toujours ce petit problème avec l'inconfort. L'inconfort, franchement, avec les serviettes périodiques, la chaleur, la transpiration, franchement, je sentais ma culotte mouillée, je trouvais ça très désagréable. Mais bon, on me disait que c'était comme ça, toutes les femmes passent par là, il fallait accepter. Je comprenais que c'était normal, mais je n'acceptais pas l'inconfort. Et le problème, c'est que là où j'étais, tout le monde utilisait des serviettes périodiques. Il n'y avait pas d'autres moyens de protection, en fait. En tout cas, on ne m'en proposait pas d'autres. Je me souviens que c'est quand, c'est à l'âge de 16 ans, que j'ai commencé à associer le bien-être, en fait, à la menstruation. Et là, je me suis dit, mais comment faire pour être à l'aise de mes mouvements? Parce que ça a toujours été mon problème, me sentir libre de mes mouvements tout le temps. Voilà, donc je me suis dit comment faire pour me sentir libre de mes mouvements, par rapport aux odeurs et tout ça, comment faire. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on en parlait à l'école, comme on disait, il fallait se laver 2 fois par jour quand on avait les menstrues, mais c'est pas possible quand on va à l'école. Se laver 2 fois par jour quand tu passes toute la journée à l'école, c'est pas possible. Enfin, il fallait que je trouve des petits trucs comme ça. Et heureusement, il y a eu Internet. J'avoue que Internet m'a beaucoup aidé dans ce sens. Donc j'ai cherché et tout ça. Et je me souviens que je partais souvent au supermarché. Je regardais un peu les protections périodiques qui existaient à l'époque. Et c'est là que j'ai découvert le tampon. Et là, ça a changé ma vie. J'ai commencé à me rendre compte, j'ai commencé en tout cas, j'ai eu un autre regard par rapport aux menstrues. J'ai commencé à vraiment écouter mon corps. En fait, à ce moment-là, je ne voyais plus le côté gênant des menstrues. C'est quand les menstrues devaient arriver, je n'étais plus... parce que moi, je n'étais pas stressée, mais plutôt,
ça m'agaçait. Voilà, parce que voilà, j'étais pas à l'aise, je pouvais pas faire ce que je voulais, voilà, ça m'agaçait. Donc j'ai arrêté de voir le côté agaçant. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à mieux me connaître, j'ai commencé à mieux accepter tout ça et que j'ai commencé à me faire des petits rituels au moment de la menstruation. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à calculer mon cycle menstruel et tout ça, parce que justement, le fait que j'étais à l'aise physiquement, moralement, ça m'a permis justement de découvrir ce qu'il y avait au-delà des menstrues. Et depuis, bah, à chaque fois que j'ai des menstrues, bah, c'est vraiment le moment pour moi de faire le checking, on va dire, de mon état de santé général, comment ça va. Parce qu'il y a ça aussi qu'on ne dit pas. Il faut aussi regarder la couleur des menstrues et tout ça. Tout ça, ça compte aussi pour la santé et le bien-être général. Donc, on va dire que c'est quand j'ai commencé à me sentir à l'aise avec tout ce qui est protection périodique et tout ça, que j'ai commencé à regarder l'autre côté de la menstruation. Donc, moi, j'encourage vraiment les parents à parler, c'est vrai, à parler de comment se protéger quand on a les menstrues, mais de parler aussi de tout ce qui est grossesse précoce et tout ce qui est mariage forcé, pas de façon à stresser l'enfant, en fait. Non, lui expliquer que c'est comme ça, c'est la vie, c'est culturel des fois. Voilà, il y a des cultures où c'est comme ça, il y a des cultures où c'est pas comme ça, voilà. Essayez vraiment comment dire ça? Parce que c'est déjà. Et puis aussi, ne pas oublier de parler du fait que ça va être peut-être gênant aussi pour l'enfant. Que c'est vrai que c'est normal, mais voilà, c'est normal si tu te sens pas à l'aise avec ça, faut m'en parler. Faut pas le garder pour toi, faut pas aller chercher sur Internet, parce que moi j'ai eu la chance, je suis tombée sur de bonnes vidéos, mais je pourrais plus tomber sur n'importe quoi sur Internet. Puis j'ai eu la chance aussi, j'ai commencé Internet quand j'avais 16 ans. Donc pour moi, il faut parler de vraiment tout ce qui entoure les règles en fait. C'est pas seulement le côté, voilà, tu auras des règles, faut mettre des tampons ou alors faut mettre des stéroïdes. Et puis aussi, il faut parler de la diversité des moyens de protection quand on a des menstrues. C'est important aussi. Donc voilà un peu. J'avais prévu un tout autre discours. Là, je suis partie en freestyle. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Koilina. Reste avec nous. Ah non, tu n'es pas parti en freestyle. C'était dans le thématique du sujet de ce soir. Je vais passer directement la parole à Ténin. Ténin Samagé. Euh, Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Toutes mes excuses pour le retard. Je ne veux plus dire le léger retard. Merci Fatou de m'avoir initié vraiment à cette activité, à ce space. Et merci également à toutes les intervenantes qui se sont senties suffisamment en sécurité pour partager vraiment des témoignages et pour partager vraiment des histoires assez intimes sur elles-mêmes. Je suis Térèse Samake, je suis la directrice d'une plateforme féministe engagée et indépendante basée au Mali qui s'appelle Womanager. Et à la base, Womanager, c'est un média, c'est aussi un mouvement qui s'intéresse beaucoup aux questions de leadership et d'émancipation des femmes. Et dans nos activités, dans notre plan d'action, chaque année, nous initions des activités qui vont dans le sens de la lutte contre la précarité menstruelle. La précarité menstruelle a tout à fait été évoquée par l'une des intervenantes. C'est au fait l'incapacité de se procurer des serviettes ou encore des protections périodiques pendant ces règles. Et donc, du coup, comme elle l'a souligné tout à l'heure, énormément de jeunes femmes, que ce soit dans les zones urbaines, ou dans les zones éloignées souffrent de cette précarité-là. Et même probablement beaucoup d'entre nous ici, même si nous avons grandi dans certains contextes, nous savons que c'est vraiment une réalité et que nous en avons été victimes au moins quelquefois dans notre parcours de femme. Et notre première activité, c'était une campagne de collecte aussi, une campagne d'éducation sur la précarité menstruelle. Nous avons organisé premièrement en 2021 une campagne sur les réseaux sociaux pour collecter des kits pour des jeunes filles vraiment d'un quartier défavorisé périphérique de Bamako. Et l'idée, c'était pas uniquement de leur offrir des kits, de faire une distribution et de passer. C'était aussi de les informer et de les éduquer sur la sexualité. Et c'est là que nous avons partagé pendant elle une session sur l'éducation sexuelle et plus sur la puberté féminine, le changement de corps, les hormones,
qu'est-ce qui arrive pendant les périodes de règles, comment vivre ces périodes-là, et surtout en tant que jeune fille de 13, 14 à 15 ans, comment est-ce que on peut vraiment vivre ça et en discuter? Parce que nous savons, comme vous toutes vous venez de le dire, que les espaces avec les adultes ne sont pas suffisamment safe pour évoquer ces questions, alors qu'il est primordial d'avoir ces discussions avec les plus jeunes ou même encore avec les plus âgés et permettre vraiment aux femmes d'avoir cette émancipation en ce qui concerne leur liberté et leur santé sexuelle. Et par la suite, nous avons aussi initié l'année dernière, en 2022, une campagne toujours sur les règles, mais cette fois-ci, une campagne plus une journée de consultation gynécologique gratuite pour les femmes. Et l'idée aussi, c'était non seulement de parler des règles avec nos cibles, mais de leur offrir des sessions de santé aussi gynécologiques et peut-être leur permettre de se faire consulter. Et ce qui était bien avec cette activité, c'est quelque chose d'assez étonnant, mais c'est une réalité. Déjà, il faut savoir que la session de consultation, on l'a fait en ville, ici à Bamako. Et la moitié des femmes que l'on a eues, parce que là, nous n'avons pas eu vraiment des jeunes femmes, mais vraiment des femmes adultes, n'avaient jamais consulté un gynéco auparavant. Et c'était quelque chose qui nous avait étonnamment surpris parce que dans notre équipe médicale, il y avait une gynéco et un gynéco. Donc, beaucoup de ces femmes-là nous ont confié qu'elles n'avaient jamais fait ce type de consultation, que c'était une première pour elles et que c'est quelque chose dorénavant qu'elles vont inscrire dans leur agenda. Et c'est là qu'on fait vraiment ce constat. Les règles, c'est quelque chose qu'on vit la plupart du temps depuis l'adolescence. Mais on se rend compte que plus on grandit et moins on a d'informations sur ça, à moins d'avoir accès à certains espaces. Et même ça encore, c'est pas pour tout le monde malheureusement, mais c'est juste pour une petite minorité. Et donc, du coup, nous allons continuer bien sûr cette année, mais là, nous allons quitter Bamako, nous allons partir dans une autre région et aller avec des jeunes femmes de cette région-là. Notre objectif vraiment à travers les actions que nous menons dans le cadre de la précarité menstruelle, c'est vraiment de permettre aux filles de vivre dignement et fièrement leurs règles. C'est même ça la phase d'accroche de nos différentes campagnes. C'est de permettre vraiment aux femmes et aux filles d'accéder à l'information de qualité, aux soins de qualité sur la santé sexuelle et principalement sur les règles. Nous nous rendons compte en tant que femmes et surtout lorsqu'on a l'habitude d'animer des espaces que le plus souvent, beaucoup de jeunes femmes définissent leur féminité par rapport aux règles. Et je le dis parce que très souvent, j'anime des focus group avec les plus jeunes. Et c'est ce qu'elles disent. Elles parlent des règles, elles disent, OK, les règles, c'est ça, on devient femme quand on a les règles. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Qu'est-ce qu'on leur dit sur les règles? Et malheureusement, beaucoup ne savent pas grand-chose. Elles connaissent juste les présupposés, les préjugés, les stéréotypes autour des règles. Par exemple, quand tu es en règle, il faut pas qu'un garçon te touche. Quand tu es en règle, je sais pas si chez vous c'est le cas, mais chez nous c'est le type de choses qu'on dit. Par exemple, quand tu es en règle, quand tu marches, même les cailloux te maudissent parce que tu es une femme en règle. Énormément d'idées préconçues. Et tu te demandes d'ailleurs d'où est-ce qu'elles sortent ça. Et c'est là qu'on voit qu'il est important vraiment de casser les codes et de vraiment avoir ces discussions avec les plus jeunes. Et c'est dans ce sens-là que nos actions s'inscrivent. Je sais pas, je ne veux pas être trop longue, mais pour en savoir plus, vous pouvez visiter nos différents réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que j'aurais pas été trop longue, Madame la modératrice, et que j'ai pas été rapide. Je reste disponible pour les questions et tout ça. Merci. Non, Merci, c'est juste que merci. j'ai juste à dire que voilà, c'est des stéréotypes où il paraît que nous, on parle beaucoup les femmes, mais non, on parle pour dire des choses vraies et on sensibilise. Voilà. Alors, vous n'avez pas été trop long et vous avez été dans le sujet. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer, docteur Fatou, si tu me permets, on va passer à docteur JD. Au fait, elle n'est pas pédiatre, elle est chirurgienne pédiatre et elle va apporter sa modeste et humble contribution à ce débat. Docteur JD, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien.
Euh, Ramatou me pose une colle parce que je vois que toutes les intervenantes étaient super bien préparées. Le speech était carré. Merci à toutes. Je vais faire comme une des intervenantes qui m'a précédée. Je vais aller en freestyle. J'espère que ce sera pertinent. Je suis d'origine camerounaise. Après quelques années au Sénégal, je suis revenue au Cameroun. Donc, comme pour dire que j'ai une petite idée de comment est perçu le sujet en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Je voulais dire, en tant que femme, j'ai aussi mon petit parcours, comme beaucoup d'entre vous, très certainement. Je voulais commencer par dire que moi, ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est sur la douleur. J'ai écrit un article de blog il y a 3 ans qui parlait de mon parcours avec les fibromes et où j'insistais sur un point central qui pour moi était la douleur, la malgestion, la méconnaissance, la minimisation et la mauvaise gestion de la douleur en général, notamment dans les communautés africaines et noires et surtout pour les femmes. Pourquoi je le dis? Parce que euh, forcément, à partir du moment où on considère que la douleur est normale, à partir du moment où on dit à toute jeune fille qui est en âge d'être menstruée, qui a commencé à faire ses menstrues, que sa douleur est normale, au bout d'un moment, elle ne le dit plus, elle ne s'exprime plus et on passe à côté de probables pathologies. C'est le cas par exemple, pour tout ce qui est fibrome, pour tout ce qui est endométriose, c'est trendy en ce moment, c'est vrai. Mais la réalité est que ça commence souvent très tôt chez des toutes jeunes filles qui ne s'expriment pas. L'autre pendant qui concerne particulièrement ma spécialité, c'est par exemple tout ce qu'on appelle les malformations du vagin, ça existe. Il y a quelque chose d'assez particulier qu'on voit de manière commune qu'on appelle l'imperforation vaginale. En clair, le vagin est bien formé, tout est bien formé, sauf qu'il n'est pas ouvert. Donc la jeune fille va arriver en âge, ces hormones vont se mettre en place comme une de mes collègues l'a expliqué beaucoup plus tôt, mais ces sécrétions vaginales ne vont pas sortir, que ce soit les sécrétions ordinaires, que ce soit les règles. Et la jeune fille va arriver en âge, elle va commencer à avoir des douleurs qu'elle va exprimer et qu'on va éventuellement minimiser. N'oublions pas au passage que vu que toutes les femmes ne se ressemblent pas et que toutes les femmes ne commencent pas à avoir les règles au même moment, elle peut commencer à avoir ça très tôt et on se dit c'est rien. Comme elle peut avoir son moment où elle est censée, entre guillemets, avoir les règles et on est interpellé. Donc la pléthore des pathologies existe. C'est tellement vaste, l'éventail est très vaste. J'insiste beaucoup sur écouter la parole de ceux qui vivent, ceux qui ressentent. Les écouter vraiment, les suivre, les faire accompagner si nécessaire. Quitte à ce qu'il n'y ait rien, c'est encore mieux d'être écouté et de ne pas se sentir isolé que d'être obligé de se taire parce qu'on n'est pas écouté. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est pour moi, je crois que quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, la diversité des protections menstruelles. Nous avons grandi dans des contextes, pour ceux qui ont grandi dans des milieux dits en ville, entre guillemets, et même en campagne, les protections menstruelles que l'on nous vend sont des protections menstruelles qui sont fabriquées autre part, dans une chaîne de production que nous, on ne maîtrise pas. La plupart du temps, on a grandi avec ce qu'on appelle les serviettes hygiéniques. Ce n'est malheureusement que beaucoup plus tard qu'on a découvert qu'il existe des tampons. Ce n'est que maintenant, aujourd'hui, qu'on commence à nous parler et à développer d'autres protections qu'on appelle comme des copes, les culottes menstruelles par exemple, qui pourraient peut-être offrir d'autres types d'expériences pendant ces périodes-là aux femmes. Il serait intéressant de démocratiser le discours dessus, de parler des risques de ces protections qui demeurent quand même toxiques. Il ne faut pas l'oublier. Donc forcément, on est amené à les changer bien souvent, on est amené à faire attention, d'où le sujet indigène, on est amené à les changer très régulièrement pour éviter la toxicité et pour éviter les infections. Ça me permet de chuter sur un problème, le prix. Le prix est... Je cherche un mot doux. Disons qu'on parle de précarité menstruelle, mais évidemment, on pense à l'accessibilité des produits hygiéniques. On parle un peu aussi du prix. Quand on commence à multiplier chaque mois les protections qu'une femme qui a un flux moyen, ne parlons même pas des femmes qui ont des flux abondants, bien qui ont des pathologies comme j'en ai eu pendant ma jeunesse et tout,
qui nécessitent forcément plus de protection que d'autres. Par mois, fois 12 sur 20, 30, 35 ans de vie mensuelle, c'est un coût conséquent. Ne pas oublier qu'au-delà de ce prix direct, on oublie de penser au fait qu'il y a des besoins spécifiques qui sont liés à cette période-là. Par exemple, on a parlé du type de protection, par exemple, les vêtements que l'on va devoir changer, ou les sous-vêtements qu'on va devoir changer parce qu'ils sont endommagés, que les vêtements qu'on va devoir nettoyer beaucoup plus régulièrement que d'habitude, peut-être parce qu'ils sont tachés ou X ou Y, les antidouleurs, les prix des consultations gynécologiques. Je tiens à dire en passage que ce n'est pas parce que vous amenez votre fille en consultation gynécologique parce qu'elle a 10, 11, 12 ans que ça veut dire que vous voulez l'introduire à quelque chose, ou bien que ça veut dire qu'elle va prendre la pilule, ou que ça veut dire que vous allez la dévergonder. Il est le bon temps de l'habituer à aller chez un gynécologue, de lui trouver un gynécologue de confiance, de créer ce dialogue-là pour qu'elle ait au moins un pendant à qui s'adresser au cas où éventuellement elle ne peut pas s'adresser à vous, ou quelqu'un chez qui vous-même en tant que parent vous pouvez vous référer si le besoin se fait sentir, de mieux expliquer ce que vous ne pouvez pas expliquer. Parce que n'oublions pas, j'ai beau être médecin, même à cet âge, je continue à apprendre des choses. Même à cet âge, je continue à m'adapter. Même à cet âge, et avec mon parcours scientifique et avec l'expérience que je suis censée, entre guillemets, avoir, je continue à avoir des doutes, je continue à avoir des périodes de malaise, je continue à avoir des périodes de douleur, je continue à avoir des périodes de gêne. On parle beaucoup de la jeunesse qui a honte, qui fuit quand elle se salit. Je suis désolée, il y a beaucoup d'entre nous qui avons 30, 40 ans, qui avons du mal à sortir chez nous quand nous savons que nous avons notre période de menstrues, qui avons du mal à aller au boulot, à aller dans les activités, pouvant rester terrés chez nous. Donc, l'âge permet peut-être de trouver des méthodes d'esquive, des méthodes d'adaptation, mais ça ne change pas le fond de la problématique, qui est que généralement nous sommes seuls à affronter ça et on ne sait pas forcément à qui s'adresser, et parfois on se débrouille comme on peut. Et la plupart d'entre nous avons des compagnons qui ne sont justement pas éduqués à la question, ça c'est pour parler des hommes et des garçons, et qui sont parfois peu empathiques. Ça me permet d'embrayer sur la sororité, le besoin justement d'avoir ces espaces de parole comme celui-ci, comme d'autres, où les femmes peuvent enfin se parler, enfin se dire les choses. Parce que malheureusement, culturellement, une des précédentes intervenantes l'a dit, on ne parle pas, on reste dans le flou, on dit tu vas comprendre. Mais au moment de comprendre, on ne t'explique toujours rien de toute façon. Tu te débrouilles. Beaucoup d'entre nous avons appris sur le tas, avons appris avec des copines qui en savaient peut-être moins que nous, avons été exposés jusqu'à très tard aux incidents, aux accidents. Vous portez un pantalon tout blanc, vous vous levez, vos camarades, voilà. Même à l'université, les accidents arrivent. Avons des fluides très abondants que nous ne savons pas gérer, avons des literies que nous devons changer tout le temps. Donc, comment démocratiser, ouvrir la parole, pour pouvoir en parler dans des safe spaces, pouvoir dire qu'on a peur, qu'on a mal, qu'on ne sait pas quoi faire. Ça, c'est un. Deux, comment demander aux garçons et aux hommes d'être dans la compassion, l'aide et l'écoute. La compassion, l'aide et l'écoute naissent de la compréhension. Et pour comprendre, il faut connaître. Il faut qu'ils puissent être éduqués, il faut qu'ils puissent s'intéresser, même déjà d'eux-mêmes quand ils sont adultes. Il faut qu'ils puissent comprendre de quoi il s'agit parce qu'ils ne le vivent pas. Parce que nous, on le vit. On peut, entre guillemets, voir une autre, avoir de la compassion naturelle. Mais l'autre qui ne le vit pas, il faut qu'il s'intéresse, il faut qu'il ait un minimum de connaissances. Ça commence à la maison, ça suit par l'école. Il ne faut pas qu'on considère que quand on parle de ces sujets-là, les garçons doivent sortir, etc. Je voulais aussi évoquer le fait que, généralement, on pense que les règles coûtent cher. Je crois que ça va revenir dessus. On parle beaucoup de la taxe rose parce qu'on considère, pour ceux qui savent pas ce que c'est la hausse d'un produit, du prix d'un produit ou d'un service qui est similaire pour l'homme et la femme. Et pour la femme, le prix sera plus cher. Donc, quand vous allez dans un rayon de supermarché, vous voyez le déodorant qui est rose à droite, le déodorant qui est bleu à gauche. Regardez les prix, vous verrez que le déodorant rose coûte plus cher. Mais cette taxe, je crois que j'ai parlé du prix plus tôt et j'ai oublié d'évoquer le fait que l'ampleur de cette précarité mensuelle sera donc forcément minimisée parce que dans la société en général, on considère que la femme, prendre soin de soi pour la femme, ça coûte cher, c'est normal. Donc, beaucoup de choses nous échappent ainsi. Et on se retrouve avec des personnes jeunes et moins jeunes qui ont parfois, dans cette période de précarité, à devoir choisir, avoir le dilemme de choisir entre un produit de première nécessité et un autre produit de première nécessité que la société ne considère pas comme un produit de première nécessité. C'est aberrant que quelque chose de physiologique, quelque chose de naturel doive être
payer aussi cher. C'est quelque chose qui me révolte profondément. Parfois, les gens doivent choisir entre manger et se protéger et parfois le choix est vite fait. Donc, on parle beaucoup de la précarité en zone rurale. C'est vrai, c'est très important d'en parler parce qu'il n'y a pas accès à un certain nombre d'informations. Mais ne pas oublier qu'en ville, même en ville, cette précarité est immense, même chez les personnes qui sont censées avoir suffisamment de moyens pour. Vous serez étonné de voir que les gens doivent faire des choix assez drastiques entre faire manger son enfant et se protéger. C'est assez problématique. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai brossé dans les grandes lignes ce que j'avais en tête et de n'avoir rien oublié. Merci à Ramatou pour ce space. Merci à toutes les autres intervenantes et je suis là si besoin. Ainsi prend fin la deuxième partie de ce podcast. Nous vous disons à très bientôt. C'était Dr Sanogo Fatoumata, consultante en santé sexuelle et reproductive.